président de la République, Alassane Ouattara, a regagné aujourd'hui à Abidjan. Il revient de New York aux États-Unis où il a pris part à la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. En marge de cette rencontre, le chef de l'État a accordé plusieurs audiences. C'est bientôt le démarrage des travaux de réhabilitation du boulevard lagunaire et de construction du boulevard de France. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé officiellement aujourd'hui ces travaux. Ces futures infrastructures devraient permettre d'améliorer les déplacements des populations dans le district d'Abidjan. À l'étranger, au Sénégal, 12 ans après le naufrage du Joola, les familles des victimes réclament le renflouement du ferry qui a sombré en 2002. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 23h. Le président de la République est arrivé ce samedi à Abidjan. Le chef de l'État revient de New York. Dans la ville américaine, il a participé à la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président Alassane Ouattara a intervenu hier à la tribune des Nations Unies. Son message avait pour thème central un programme transformateur de développement pour l'après 2015. Il a évoqué des sujets tels que la situation en Côte d'Ivoire et le terrorisme en Afrique. Le président de la République a réaffirmé ses ambitions d'aller à l'émergence en 2020. Il a aussi pris part à des réunions de haut niveau sur l'épidémie à virus Ebola et les changements climatiques. En marge de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République a accordé des audiences. Il a reçu notamment les présidents du Gabon et des Comores. Le point de ces rencontres avec Jérôme Kofi Aboulin. Il n'est pas une seule occasion ratée par le président de la République, Alassane Ouattara, chaque fois qu'il en a eu pour recevoir des personnalités en marge de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce vendredi 26 septembre 2014, au siège de l'ONU, c'est avec Christian Barros qu'il a entamé les différents échanges. M. Barros, en tant que président du comité 1572 du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la Côte d'Ivoire. Nous avons l'intention de visiter votre pays, la Côte d'Ivoire, pour suivre le programme que nous avons au niveau du comité concernant la façon dont l'embargo a été respecté. Il y a eu une levée partielle des sanctions. Nous allons voir les progrès réalisés. Et à mon retour à New York, nous allons rencontrer le comité et le conseil de sécurité pour voir la suite à donner. Juste après le haut fonctionnaire onusien, c'est au tour du président des Comores de rencontrer le président Alassane Ouattara. Au centre des entretiens, la coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire nous a aidés pendant beaucoup de temps sur la formation des jeunes Comoriens. Donc, après ces dernières années, cette formation a été arrêtée. Donc, on a réitéré notre demande pour que le président Ouattara accepte des Comoriens et les Ivoiriens acceptent des Comoriens pour leur formation, surtout sur la formation professionnelle. Succédant au président des Comores pour son entretien avec le président Alassane Ouattara, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Il a été, entre autres, question de relations bilatérales et surtout de la prochaine visite officielle du président gabonais en Côte d'Ivoire. Je suis d'abord tenu à remercier encore une fois mon grand frère pour la réception qui fut la mienne lorsque je suis allé lui rendre visite à Abidjan, mais aussi pour discuter avec lui d'arrêter la date de ma visite officielle. C'est une chose faite. Je tenais moi-même quand même aussi à honorer cet engagement que j'avais déjà pris. Vous doutez bien qu'ici à l'ONU, quand on se retrouve dans un cadre comme celui-là, eh bien, nous parlons des questions certes bilatérales, mais en plus maintenant multinationales. Donc nous avons quand même des problèmes en Afrique que vous connaissez sur la table, notre table de travail, notre agenda, les questions de terrorisme, mais aussi les questions de développement, les questions d'environnement. C'est donc tout ce que nous sommes en train de voir, discuter entre nous, faire le point des échanges que nous avons et des contacts que nous avons eus ici pour faire avancer la cause de l'Afrique. Et cette cause africaine passe aussi par le renforcement de nos liens bilatéraux. Pour information, la très prochaine visite officielle du président gabonais en Côte d'Ivoire est prévue en novembre 2014. Et de retour en Côte d'Ivoire, les travaux de réhabilitation du boulevard lagunaire et de construction du boulevard de France vont bientôt démarrer. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé aujourd'hui au lancement officiel de ces chantiers. Cet ouvrage va permettre à terme d'améliorer les déplacements des populations dans le district d'Abidjan. Hamza Diaby, Salima Toudia.
Bonne nouvelle pour les automobilistes du district d'Abidjan. Dans 10 mois, la circulation sera fluide à bien des endroits de la capitale économique. Et pour cause, des travaux de construction et de réhabilitation de voiries ont officiellement démarré ce samedi. L'itinéraire partant de la gare de Bassam à Trècheville au pont ferraille d'Adjamé en passant par le pont de Gaulle connaîtra un volet renforcement et un volet élargissement. Dans la commune de Cocody, le boulevard de France sera prolongé et redressé à partir de l'université Félix Houphouët-Boigny jusqu'au village Mbadan à la Riviera. Les ponts de Gaulle, Chardy et celui de l'Indénié, y compris leurs bretelles respectives, seront traités dans le cadre de ce projet. Le renforcement de la chaussée consistera, selon le cas, en la réparation, le revêtement en béton bitumineux, le recyclage en place de structures existantes, le rabotage d'anciennes couches bitumineuses, la reprise de couches de base en grave bitume, le décaissement de zones fortement polluées, l'aménagement ou la reprise des accotements, des trottoirs et le curage de caniveaux. Le deuxième chantier concerne le prolongement et le redressement du boulevard de France, qui sera prolongé sur 2 fois 2 voies à partir de l'université, avec un terre-plein central, une bande d'arrêt d'urgence et un passage piéton. Ces travaux auront une contribution sociale appréciable avec près d'1 millier d'emplois créés durant leur exécution. Abidjan aura un nouveau visage. La Côte d'Ivoire est au travail pour le bonheur des populations. Abidjan va changer radicalement par d'abord les voies routières que nous sommes en train de faire, les boulevards, disons que les ponts, mais aussi en fait un gros dossier va venir probablement donc au Conseil des ministres la semaine prochaine. Ainsi concerne l'aménagement de la voie lagunaire. Parce que là aussi, il s'agit de rendre Abidjan, j'en parlais tout à l'heure, la perle des lagunes, et ça devient la perle des lagunes. Donc vraiment, le dossier est important sur Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Aussi, 1000 ponts métalliques verront-ils bientôt le jour sur toute l'étendue du territoire national. Les discussions avec les partenaires se poursuivent encore. Le montant total de ces travaux de construction et de réhabilitation de routes s'élève à près de 18 milliards de francs CFA. Les ouvrages seront réalisés par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Le monde entier célèbre demain 28 septembre la journée internationale de la rage. Environ 70 000 personnes dans le monde meurent encore chaque année des suites de cette maladie virale selon l'Organisation mondiale de la santé animale. En Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur la sensibilisation. Je vous invite à écouter le message du gouvernement avec Sidonie Davila. La rage se transmet de l'animal à l'homme par morsure griffue et aboutit dans tous les cas à une mort certaine. Tous les ans, plusieurs personnes mordues ou griffées succombent de rage. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime à plus de 70 000 le nombre de personnes qui meurent chaque année de rage dans le monde. En Côte d'Ivoire, ce sont plus d'une dizaine de décès qui sont enregistrés tous les ans. Cette année, 9 cas de perte en vie humaine ont été déclarés. D'où l'appel des autorités à l'occasion de la journée mondiale de la rage. La rage est une zoonose majeure d'importance reconnue en médecine vétérinaire et humaine. La vie humaine n'a pas de prix. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à observer les gestes simples qui sauvent, notamment faire vacciner annuellement vos animaux de compagnie, chiens, chats, singes et mangoustes, contre la rage. Signaler tous les cas d'animaux suspects, animal mordeur ou très agressif au service vétérinaire. Évitez surtout les morsures d'animaux. Vous rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche après une morsure. Je vous invite à vous joindre à la communauté internationale pour célébrer cette journée du 28 septembre. En Côte d'Ivoire, cette journée de lutte contre la rage, organisée par la Direction des services vétérinaires, DSV, en collaboration avec l'Association des vétérinaires privés praticiens de Côte d'Ivoire, AVPPC, et l'Institut national d'hygiène publique, INHP, sera célébrée le mercredi 8 octobre à la mairie d'Abobo.
Et aujourd'hui, 27 septembre, la Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la Journée mondiale du tourisme. Cette célébration a été marquée à Yamoussoukro par la Sodertour Lac. À la faveur d'une rencontre, la Société de développement touristique dans le Bélier a réuni des experts. Ils ont réfléchi à des stratégies de développement durable et à l'implication des communautés locales dans le tourisme. Victorien Angwa, Doigt de Laser. 34e édition placée sous le signe de la réflexion. Un thème d'actualité, tourisme et développement communautaire. D'éminents experts ivoiriens autour d'une table pour faire l'état des lieux, expliquer la thématique, lever les obstacles, proposer des pistes de solutions pour réussir le tourisme communautaire ou de proximité. Cette nouvelle activité est la vision de l'Organisation mondiale du tourisme et celle de l'État ivoirien. Faire du tourisme une activité économique qui prenne en compte les communautés, avec au bout l'éradication de la pauvreté. La Société de développement touristique de la région des Lacs mène l'opération avec l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, et les populations riveraines de la réserve de faune d'Abo-Kwamekro. À la clé, un partenariat gagnant-gagnant. Le tourisme au niveau de Sodertour, c'est tourisme durable et équitable. Par équitable, ça signifie qu'une partie des ressources sera reversée aux populations. Il faudrait qu'on fasse en sorte que ces populations soient impliquées dans la gestion de cette réserve et faire en sorte que ce développement soit durable. Les sujets qui fâchent ont été épluchés sous l'arbitrage du corps préfectoral. Les concertations se poursuivront pour impliquer les communautés dans le projet de réhabilitation et d'exploitation du parc. Et en la matière, la Sodertour a fait des heureux, à Gbomi-Kondé Yaokro notamment. Ce modèle est un cas d'école salué par les experts et la tutelle. Le tourisme ivoirien génère par an plus de 50 milliards de francs CFA, un chiffre à améliorer par la promotion des sites touristiques des régions de Côte d'Ivoire. Une démonstration grandeur nature. Les soldats de la Licorne se sont adonnés récemment à des exercices à Lomo Nord dans le département de Toumoudi. Ils ont procédé à des tirs à balles réelles, notamment à partir d'hélicoptères. 100 soldats ont été mobilisés pour la manœuvre. Abou Sanougou. Démonstration de combat interarmes avec déplacement tactique d'unité. Tirs à partir d'hélicoptères. Tir canon, tir missile et mortier, exercice d'évacuation sanitaire d'un blessé au combat par hélicoptère. C'est une manœuvre à tir réel mettant en œuvre l'ensemble de la gamme de moyens dont dispose l'Icône. Elle vise à donner un aperçu d'un mode opératoire possible. La reconnaissance offensive en terrain ouvert en fonction de la menace identifiée, à insister sur la combinaison des effets des feux et de la manœuvre. Pour cette manœuvre à tir réel, les unités ont reçu une mission de reconnaissance offensive sur un axe situé dans la vallée de Lomo Nord. La force engagée est celle d'un sous-groupement tactique interarmes à dominante infanterie. Elle consiste à l'avancée des unités sans se laisser retarder. Toute résistance rencontrée doit être traitée immédiatement et l'action de l'unité relancée au plus vite. Il s'agit de bousculer l'ennemi en jouant de la complémentarité des unités et des différentes armes disponibles. Là, un peloton pris à partie par un ennemi riposte et détruit les premiers éléments ennemis qui se sont dévoilés. Présent à la démonstration à tir réel, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est dit très impressionné. Nous avons vu le professionnalisme, mais en plus de cela, nous avons vu la qualité et la justesse, n'est-ce pas, des tirs. Cela témoigne donc de la qualité de nos amis et dans le contexte actuel, je pense que dans le cadre de partenariat, nous avons des partenaires sûrs qui pourront, n'est-ce pas, nous aider à réformer notre outil de défense. Étaient également présents plusieurs ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. On a effectivement fort apprécié cette démonstration. Je pense que ça vaut la peine aussi pour nous, ambassadeurs, de savoir comment ça se passe dans le concret, hein, parce que là c'est de la réalité, ce n'est plus de la télévision. Une démonstration très impressionnante, d'abord par le grand professionnalisme des troupes en présence et par la parfaite coordination des différents éléments. Alors, je ne suis pas militaire, mais j'ai pu apprécier justement le professionnalisme des militaires. Après la manœuvre, le colonel Paul Sanzey, commandant la Licorne, a fait découvrir au ministre chargé de la Défense du matériel militaire de dernière génération.
Il vient d'effectuer une tournée dans les régions du Haut-Sassandra, du Tonkui et du Guémon. À travers ce périple, le général Kwasi Kwaku-Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, entendait sensibiliser et remobiliser ses hommes. Hamza Diaby. À Daloa et à Mans, lors de ses échanges avec les gendarmes de la 2e Légion de gendarmerie, le général de division Kwasi Kwaku-Gervais a félicité ses hommes pour les résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre les coupeurs de route et l'application des consignes du gouvernement relatives à la prévention de l'épidémie d'Ebola. Des résultats obtenus grâce aux moyens que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a mis à la disposition de la gendarmerie. En évoquant l'entrée des femmes au sein de la gendarmerie, le général a tenu à préciser que l'intégration du genre n'entachera pas la discipline qui caractérise ce corps d'élite. Il a aussi marqué une halte aux différents corridors. On a mis ces corridors de passage pour filtrer, pour des fois quand il y a des situations, contrôler le coffre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais et non soutirer de l'argent aux populations. Vous travaillez tous ensemble parce que nous le faisons pour le bien-être de la population ivoirienne, pour la sécurité de la population ivoirienne. Mais à aucun moment, vous devez utiliser la tracasserie. Que les populations ne se plaignent pas, mais plutôt qu'elles soient rassurées par votre existence et par votre présence. À ceux qui s'adonnent aux raquettes, le général de division Kwasi Kwaku-Gervais a rappelé que la radiation est la sanction à laquelle il s'expose. Pour d'ailleurs juguler ce phénomène, les corridors de Gonzagueville, de Dabo et d'Anyama ont été transformés en postes d'observation. En politique, le Rassemblement des enseignants républicains soutient l'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP. Un appel lancé le 17 septembre dernier par le président Henri Konan Bédié au cours d'un meeting à Daokro. Le président du RDR a affirmé le soutien de l'instance dont il a la tête à travers une déclaration. Le reportage est signé Ahmed Traoré. Après l'appel lancé depuis Daokro par le président Bédié, président du PDCI RDA, à soutenir la candidature unique du chef de l'État à l'élection présidentielle de 2015, le président du Rassemblement des enseignants républicains fait la déclaration suivante. Cette annonce historique vient confirmer la dimension du grand homme d'État et le sens de l'honneur que tous reconnaissent au président Henri Konan Bédié, garant et caution morale de la grande famille des oufouettistes. Mieux, une telle initiative du président du PDCI RDA vient confirmer que les engagements pris à l'occasion de la signature de la plateforme le mercredi 18 mai 2005 à Paris relevaient d'une volonté ferme des 4 leaders partenaires de bâtir la Côte d'Ivoire dans l'union et l'action concertée en parfaite conformité avec les idéaux du père fondateur. Le choix porté sans embâche par le président Henri Konan Bédié sur la personne du président Alassane Ouattara vient ainsi confirmer que la cogestion du pouvoir d'État depuis l'accession du RDR à la magistrature suprême se déroule dans d'excellentes conditions. Le président du Rassemblement des enseignants républicains a félicité et remercié le chef de l'État pour le travail titanesque qu'il a abattu en si peu de temps. Le directoire du GRACU-ADO, le groupe d'action pour la candidature unique du président Alassane Ouattara, veut dédier une journée de reconnaissance et d'hommage aux leaders du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il a donné cette information au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui au plateau. Suivez ce reportage. L'appel du président du PDCI, Henri Konan Bédié, à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara permettra d'éviter des troubles lors de l'élection présidentielle de 2015. Cette déclaration est de Jean-Blé Guirao, président du GRACU-ADO, entendez groupe d'action pour la candidature unique d'Alassane Ouattara. À cet effet, le directoire du GRACU-ADO prévoit de célébrer les vendredis 10 et samedi 11 octobre prochains les leaders du RHDP. Après l'appel d'Aoukro, qui est un appel historique du président Bédié, nous avons décidé au niveau du GRACU-ADO de le magnifier à travers une journée de reconnaissance et d'hommage le vendredi 10
à la bosquée de la Ribera à Cocody, ensuite au plateau à 19h, paillemette d'Action de grâce, et le samedi 11 au Stade Inch'Allah à Koumassi, un grand meeting pour dire merci au président de la République, merci au président Bédié et dire merci à tous les présidents qui autour d'eux font un grand travail pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le président du GRACU Ado a profité de cette conférence de presse pour faire le bilan à mi-parcours de sa structure après 4 mois d'activité. La conférence de presse que nous venons d'organiser avait pour but essentiel de faire le bilan de nos activités, de meetings, de rencontres et de toutes les autres activités depuis notre naissance au niveau du GRACU le 25 mai dernier à la Caisse Stable. Nous avons donc parlé de ce que nous avons fait et de ce qui reste à faire. Nous ne pouvons pas donner l'autosatisfaction, mais nous continuons dans la vérité, dans le soutien au chef de l'État. Le groupe d'action pour la candidature unique d'Alassane Ouattara existe depuis plus de 4 mois. Et pour la célébration de cette journée de reconnaissance au leader du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Pascal Brouaka, membre du directoire, est chargé de présider le comité d'organisation. C'est une bonne rentrée de classe pour les élèves de Satamasokura dans le département de Dabakala. Ils ont reçu récemment des kits scolaires. On en parle avec Kwadio Kwame de RTI Boaki. Heureuse rentrée scolaire 2014-2015 pour les enfants et les parents d'élèves de la commune de Satamasokura, département de Dabakala. Des kits scolaires en effet ont été distribués afin de permettre aux élèves d'aborder avec sérénité cette année scolaire. Ce don est de Ouattara Boulaye, fils de Satamasokura. Par ce geste, il veut apporter sa contribution à la politique de la scolarisation obligatoire et gratuite prônée par le président de la République. Le donateur entend également faire de la scolarisation de la petite fille une réalité dans cette localité où le taux de filles n'ayant jamais mis les pieds dans une école est encore élevé. Nous faisons des rencontres, nous faisons des visites dans les familles, nous entreprenons des tournées, nous faisons du porte-à-porte pour que la jeune fille soit de plus en plus scolarisée dans notre région et qu'il y ait de plus en plus de jeunes filles à l'école. Les différents intervenants ont encouragé les initiatives du bienfaiteur en faveur du développement de l'école dans la localité. Les élus locaux se sont engagés à mener des actions de sensibilisation sur la scolarisation de la petite fille dans cette localité. Les écoliers bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, s'engagent à relever le défi de l'excellence. Permettez-moi, professeur, de vous exprimer ici la profonde reconnaissance de mes camarades, de nos maîtres et de nos parents. Nous, les bénéficiaires de cette journée, vous exhortons à continuer dans cette voie de recherche de l'excellence. À Satamasokura, les infrastructures scolaires sont en nombre insuffisant dans le primaire. Les écoliers admis à l'entrée en 6e sont obligés d'être affectés dans les lycées et collèges des villes environnantes. Un mot de religion, on connaît désormais la date de la fête de la Tabaski. Elle aura lieu le 4 octobre prochain. L'annonce a été faite par le Conseil supérieur des imams et le Conseil des imams sunnites. C'était à travers une déclaration. Gabriel Zani. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire et le Conseil des imams sunnites informent la communauté nationale et musulmane que conformément aux résolutions du séminaire tenu du samedi 15 au dimanche 16 juin 2013 sur l'observation du croissant lunaire en Côte d'Ivoire et suite à la déclaration des autorités religieuses saoudiennes, le premier jour du mois lunaire Zul Hijja, mois du pèlerinage, était le jeudi 25 septembre 2014. Et le jour de la station d'Arafat est fixé au vendredi 9 Zulhijja, correspondant au 3 octobre 2014. Par conséquent, la fête de la Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le samedi 10 Zulhijja 1435, correspondant au 4 octobre 2014. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
En sport, on s'intéresse à la victoire du COE Sport de San Pedro. Le club ivoirien s'est qualifié aujourd'hui pour la finale de la Coupe de la CAF. C'était à l'issue de son match nul face à l'AS Léopard par un score de 0-0 lors de la demi-finale retour de la compétition. C'est la première fois que le COE se qualifie en finale d'une Coupe africaine. Le compte rendu d'Anne-Marie Nguessan. Le COE Sport de San Pedro a démontré une fois de plus qu'il sait voyager. Car c'est au Congo que les poulets de Rigo Gervais viennent de composter leur ticket pour la finale de la Coupe de la Confédération. Une qualification historique pour le représentant ivoirien qui a réussi à tenir en échec les Léopards de Dolisie lors de la manche retour de la demi-finale de cette compétition après les avoir battus 1-0 ici à Abidjan. L'AS Léopard n'a pas su sonner la révolte à domicile face à un COE Sport bien en place tactiquement qui a au contraire donné du fil à retordre à l'adversaire. Concentré et déterminé, le COE Sport de San Pedro parvient ainsi en finale de la Coupe de la Confédération et attend de connaître son adversaire à l'issue de la deuxième demi-finale qui oppose Al Ahly du Caire au Coton Sport de Garoua. Et toujours en sport, les footballeuses ivoiriennes se préparent en Afrique du Sud pour le grand rendez-vous de Windhoek en Namibie. Rendez-vous prévu le 11 octobre prochain. Elles ont battu en match amical une sélection du club sud-africain par 4-0. D'autres matchs amicaux sont prévus avant le 7 octobre, date à laquelle elles s'envoleront pour la Namibie. L'édition 2014 de Star Karaoke vient de prendre fin. Elle s'est refermée hier avec la victoire d'Elodie, la candidate numéro 2, la révélation de cette année. Serge Gongomé. Entamée il y a 2 mois, l'édition 2014 de Star Karaoke s'est achevée dans la nuit de ce vendredi 26 septembre. Cette émission produite par la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a vu la participation de 16 candidats. 4 ont été retenus pour cette finale. Il s'agit de Daniel, Star 1, Elodie, Star 2, Sébastien, Star 3 et Roselyne, Star 4. Le morceau imposé Taxi Sounion de l'artiste ivoirien Baïs Pinto et des sons au choix ont été savamment interprétés par ces candidats. Le jury constitué de professionnels de la musique et des arts en général, avec à sa tête l'artiste Valène Guédé, a porté son choix sur Elodie, la candidate numéro 2. Elodie est également le choix des téléspectateurs qui ont participé par vote. Elle remporte la finale avec plus de 53% des voix. Je suis très contente, je suis très fière de moi, de tous ceux qui m'ont encadré. Voilà, c'est juste le travail qui a été vu aux yeux de la grande population ivoirienne et je suis simplement fière. Elodie est la meilleure. Elodie, c'est une fille qui m'a beaucoup épaté parce qu'elle a de la classe, elle a des articulations. Elodie recevra plus de 3 millions de francs CFA, dont 2 millions de la RTI, divers lots des partenaires et un enregistrement à Paris avec le soutien du groupe Magic System. Karaoke 2014, c'est aussi ces belles couleurs du bleu, du vert suave, du rouge vif, évoluant par moments dans ses formes éclatées pour laisser place au rose. L'animatrice Christelle Melledge était en parfaite harmonie avec la couleur dominante de cette galaxie de sons et de lumière. Karaoke 2014, c'est aussi l'ensemble de cette artillerie de technologie de pointe et ses instruments musicaux réservés au live. Ambiance, il y en a eu avec l'ambassadeur du peuple apollonais, le maître du Zoblazo, l'artiste Mewe, dans Roulé Moutou. L'édition 2014 du Popet a eu lieu récemment. L'événement a été meublé par une fête de réjouissance, la consommation de nourriture et des danses. C'est la ville de Fresco qui a abrité le festival de la culture gaudienne, nous dit Franck Quadio. Des pas de danse rythmés de sonorités traditionnelles, chants et musique à profusion. Un ensemble diversifié d'ambiances festives sur la scène du festival culturel gaudien Popet 2014 à Fresco, localité de la région du Boclé, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire.
c'est une expérience pour moi de vivre un tel événement. Dans la joie où je suis arrêtée là, c'est ça on veut la paix et la joie. 3 jours en nocturne comme en matinée, l'ambiance est à son comble. Course de pirogue, concours à oulaba et bien d'autres activités au menu de ce festival. Le Popé, également un cadre de retrouvailles des peuples, occasion bien choisie pour l'installation du chef suprême des peuples Krou et Dan de la localité de Fresco. Alain Lobognon, cadre de la région, appelle les populations à l'entente et à l'union. Dites aux Ivoiriens, nous signons un pacte de non-agression. Le sang ne doit plus verser dans ce pays. Créé en 2010, le festival culturel Gaudier Popé se tient chaque 2 ans. Après 3 années d'absence dues à la crise post-électorale, cette année, l'événement est à sa 2e édition. Rendez-vous est pris pour 2016. Rendons-nous hors de la Côte d'Ivoire à présent pour parler du Djola, ce ferry qui assurait la navette entre Dakar, la capitale sénégalaise, et la Casamance. Il a sombré le 26 septembre 2002, provoquant la mort de plus de 2000 personnes. 12 ans après le naufrage, les familles des victimes réclament le renflouement du Djola. 12 ans après le drame, le souvenir reste intact. Comme à son habitude, depuis le terrible accident du 26 septembre 2002, Oumar Diagne est venu se recueillir sur les tombes de ses 4 enfants et de ses 2 épouses. Oumar continue de réclamer le renflouement du bateau, toujours au fond de l'océan Atlantique. Aujourd'hui, moi, je pense que si on renflouait ce bateau-là et qu'on en fait un musée et que les gens puissent aller se recueillir là-bas, ça aurait dû peut-être changer des comportements et aider les gens à aussi aller vers leur Seigneur. Les familles des victimes luttent contre l'oubli de cette catastrophe maritime. Le bateau Le Djola, qui assurait la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor, a sombré au large des côtes gambiennes dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, faisant 1863 victimes selon un bilan officiel. Une 60aine de personnes a survécu à ce terrible accident. Au Sénégal, l'affaire a été classée sans suite après l'indemnisation des victimes. On perd 2000 et quelques personnes, dans des conditions que tout le monde connaît. Un bateau qui n'était pas bon, que l'État, dont l'État est propriétaire, l'a mis en mer. Un accident arrive, les autorités sont au courant. 12 heures après, ils interviennent. Même les gens comme Ali Eder sont arrivés avant l'État. J'ai dit c'est grave, pour non-assistance à personne en danger, pour 2000 et quelques victimes. On refuse d'ouvrir une enquête. Il y a une affaire judiciaire en France qui suit son cours, qui traîne, un peu trop à notre goût bien sûr, mais bon. Et puis ici, au Sénégal, toutes les doléances qui ont été faites par l'ensemble des familles de victimes, le renflouement du bateau, retrouver les effets personnels, etc., sont des choses qui n'ont jamais été réalisées. Le souvenir de ce drame rappelle toujours aux familles des victimes leurs doléances restées sans suite. Aux premières heures de l'accident, l'État du Sénégal avait reconnu sa responsabilité et avait payé des indemnités aux familles des victimes. Depuis quelques années, le gouvernement alloue également aux orphelins des victimes âgés de moins de 18 ans 25 000 francs CFA par mois. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI1.